Bonjour et bienvenue à cette rencontre. Alors, je vais vous présenter la série Les Espions de Pharaon et surtout le tome 1 parce que c'est le livre qui concourt pour le prix Titre Vert. Béatrice Gemma, c'est une romancière et elle est spécialiste des parfums au fil du temps. La série, ça parle des aventures de Mary Anniké qui vivent en Égypte sous Ramsès II. Après, ils font des aventures et voilà. Du coup, je vais vous lire un extrait du tome 1. Hériteur s'occupe du trésor d'Amon, c'est-à-dire de tous les objets précieux utilisés pour le culte, comme les vases en or, les huiles, la myrrhe et l'encens. Anniké siffla un missionnaire. Il est venu arrêter mon père avec des gars du temple, poursuivit Mary. Il prétend que Père a volé un vase appartenant au Dieu. C'est faux, bien sûr. Comment dirait-il? Je ne sais pas, je ne le connais pas bien. Père ne l'apprécie pas beaucoup, mais j'ignore pourquoi. Que vas-tu faire? Mary me va vers elle, les yeux désemparés. Je dois sortir mon père de là. Avant qu'on l'arrête, il m'a dit que je devais porter des documents au vizir pour prouver son innocence. Mais j'ignore quels sont ces documents. Je ne sais même pas où se trouvent. Mon père range tous ses papiers russes importants dans son bureau. Hier soir, j'ai essayé de rentrer chez moi pour le chercher. Et alors, comme je le craignais, je n'ai même pas pu passer la porte. La maison était gardée. Bon, dit Anniké. Il va falloir trouver un plan. Et pour savoir la suite, vous pouvez lire ce livre. Et je vous rappelle qu'il y a les 2 tomes. J'espère qu'on les voit bien là, comme ça. Mais finalement, j'ai préféré le tome 2, mais les 2 tomes, ils sont bien, voilà. Du coup, je vous invite à les lire tous les 2, ainsi que les autres livres de Béatrice Gemma. Voilà. Alors, parlez bien dans le micro, effectivement. Donc, on va faire circuler un bâton de parole qui doit être par là-bas. Je me permets juste de vous rappeler qu'a priori, votre bouche a l'air d'être là. Vous êtes d'accord? Donc, le micro, alors, je vais vous allumer son micro si tant que juste. Alors, les avions midi et puis moi je lance. Donc, oui, c'est ça. Vas-y, fais le truc de l'avion. Donc, les sorties de secours. De part et d'autre. Dans chaque salle, quand on rentre dans une salle de spectacle, regardez, où se trouvent les sorties de secours. C'est cool, hein? Alors, Alors, si jamais la salle était dépressurisée, donc des respirateurs tomberaient au-dessus de vos têtes, il faudrait bien le mettre sur vos... Non, je plaisante. Non, il n'y a pas de problème de présentement. Alors, je reprends. Donc, le micro, votre bouche étant là, vous parlez comme ça dans le micro bien fort, sachant que votre bouche est ici, voilà. En général, c'est là que vous posez. Alors moi, ça va, je suis prof, j'ai l'habitude de parler fort, vous voyez. Et là, les élèves, c'est comme ça. Alors là, Béatrice, elle fait comme ça, elle ne pas, elle se casse la figure, elle se tue, et c'est ce qu'on me présente. Donc, s'il vous plaît, vous assassinez pas votre ici. Vous parlez bien dans le micro. Elle n'est pas casse-tête. Est-ce que je parle bien dans le micro? Oui, sauvé. Bon, donc, moi je suis Béatrice Gemma, je suis l'autrice de ces 2 livres, mais j'en ai écrit pas mal d'autres. Je précise tout de suite que je ne suis pas du tout illustratrice, c'est-à-dire je fais les textes de mes romans, mais c'est pas moi qui ai fait ces belles couvertures, c'est un illustrateur qui se prénomme Romain et qui est très doué. Donc, moi j'aime bien procéder par questions-réponses, j'espère que certains d'entre vous ont préparé des questions. Je ne dirai pas vos prénoms parce que je ne les connais pas, je suis désolée, donc on va faire passer les micros. Ce sera par bâton de parole. Voilà, ce sera par bâton. Le bâton de parole est électrifié. Le bâton de parole et le micro. Voilà, il y a déjà? ouais, il y en a. Déjà. Ok. Combien de livres
Combien d'exemplaires de ce livre avez-vous vendu? Oh, la colle. Je sais pas trop. J'attends les chiffres de cette année. Plusieurs milliers d'exemplaires, mais pas des dizaines de milliers. Peut-être 5000, quelque chose comme ça, je pense, depuis le début. Une autre question? Est-ce que c'est dur d'écrire des livres? Alors, ça dépend ce qu'on écrit. Tu sais, moi j'écris les publicités pour Tintin, autrefois on disait que c'était de 7 à 77 ans. Les choses pour les plus petits que j'ai écrites, c'était des histoires, des comptines à lire en turbulette, c'est-à-dire c'était pratiquement pour les bébés, pour des enfants de 2 ans. Ça, c'est pas très dur, je trouve, d'écrire ça. J'écris pour les CM de 6e, comme ces livres que vous voyez là. J'écris pour les adolescents, j'écris pour les adultes. Donc, c'est sûr qu'un gros roman historique, qui demande beaucoup d'informations et de documentation, c'est plus dur à écrire qu'une petite comptine pour les enfants. Donc, ça dépend vraiment du style de ce que j'écris. Pourquoi ce roman n'est pas quelque chose d'autre? Pourquoi ce roman? Pourquoi cette idée de roman? Moi j'ai écrit 5, 6, 7, 8 romans qui se passent en Égypte ancienne parce que cette civilisation me fascine. Et donc j'ai essayé d'écrire les romans que j'aurais aimé lire quand j'avais votre âge. Quand j'avais une dizaine d'années, que j'ai commencé à m'intéresser à l'Égypte, je n'avais que des livres documentaires. C'est-à-dire j'avais des beaux livres de photos d'Égypte, des photos des objets trouvés dans la tombe de Toutankhamon, des photos de la vallée des rois, l'endroit où sont la plupart des plus belles tombes des dignitaires et égyptiens. Et je rêvais devant ces images, mais je n'avais pas de fiction, je n'avais pas de roman pour mon âge qui se passait en Égypte. Donc j'ai essayé d'écrire des livres que j'aurais aimé lire à votre âge. Et particulièrement pour Le Fils du Traître, j'avais envie de mettre en scène un duo de héros qui se rencontrent pour la première fois dans ce livre-là. Ils sont très différents. Est-ce que l'un de vous a lu ce livre et aurait envie de les présenter, ou est-ce que je le fais? Ça fait sympa. Il y a quelqu'un qui veut monter sur scène? Oh, pas sur scène, comme il commence. Oui. Tu peux le faire de ta place, si tu veux parler avec le micro, c'est pas un problème. Non. Toi, tu as envie de présenter les héros? Est-ce qu'on peut avoir le micro pour le jeune homme de devant? C'est bien parce qu'avant c'était le comité de sélection qui présentait, donc c'est génial si vous prenez la relève. Oui, il faut que tu parles plus fort. C'est pas un enfant qui s'appelle Mary. Oui, alors Mary, c'est lui. Et Danouquette. Anouquette, voilà. Et son père qui est en prison, accusé par un complot. Et ils sont venus chez lui une fois. Alors, le père de Mary, est-ce que tu te rappelles quel était son métier ou son statut en Égypte? Voilà. Il est scribe, voilà, bravo. Alors, les scribes, vous savez ce que c'est un scribe? Voilà, une forêt de bras. Je suis impressionnée. Oui. Quelqu'un qui écrit. Alors là, Florentin nous a laissé l'image des couvertures. Ici, sur cette couverture-là, vous pouvez voir qu'il a quelque chose en bandoulière. C'est son coffret de scribe. Alors son coffret, les coffrets de scribe, c'était l'équivalent des trousses pour vous. C'était beaucoup plus encombrant qu'une trousse, parce que c'était un coffret en bois ou en papyrus tressé qui contenait tout le matériel de scribe. Ils avaient une palette dans laquelle il y avait des godets d'encre séchée à diluer. Ils avaient 2 couleurs qui étaient le noir et le rouge. Et ils écrivaient bien sûr pas avec des stylos ou des crayons. Ils écrivaient avec ce qu'on appelait, vous savez, avec quoi ils écrivaient? Vas-y. Des calabres, ils sont géniaux là, c'est très bien. Qu'est-ce que c'est qu'un calabre? Vous savez aussi? Oui? Qu'est-ce que c'est? La jeune fille qui a parlé de calabre, tu peux dire avec quoi c'est fait un calabre? Alors c'est pas exactement du bambou, non mais c'est pas idiot, ça ressemble au bambou, c'est un roseau. C'est pareil, c'est une tige un peu creuse. C'est
une jeune pousse de roseau qu'on coupait en biseau, c'est-à-dire en biais, ça faisait une espèce de pointe, et on trempait ça dans les godets d'encre pour écrire, ou alors, il y avait une autre version, on en faisait des pinceaux, soit on les gardait taillés en pointe pour écrire, genre une plume, soit on écrabouillait la pointe pour faire des fibres, et ça faisait office de pinceau. Et donc, les scribes, le métier du papa de Méry, c'était scribe, et Méry apprenait le métier de scribe à l'école des scribes au moment où ces aventures ont débuté, et où, comme l'a dit votre camarade, son père brutalement a été arrêté et a été accusé de vol. Alors ça, c'est pour Méry que vous voyez sur ces images. Et Anouquette, est-ce qu'elle sait lire et écrire Anouquette? Est-ce que quelqu'un le sait, ça? Et non, parce qu'elle n'est pas allée à l'école de scribe. Elle, son père, il fait un métier très différent. C'est pas un scribe instruit. C'est un restaurateur, oui, c'est un patron de taverne, c'est-à-dire un bistrot, l'équivalent d'un bistrot égyptien, près du port, parce que l'Égypte est construite presque tout entière au bord du fleuve Nil. Donc la plupart des villes étaient des ports, il y avait un trafic sur le fleuve, et donc il y avait des tavernes pour les marins et autres. Et donc Anouquette est une petite fille qui ne sait pas lire et écrire, qui a l'habitude de travailler avec son père et qui est très dégourdie. Donc ce jeune Méry, quand il va se retrouver à la rue parce que son père a été arrêté, mis en prison, accusé de vol, il va se retrouver bien empoté dans sa ville, dans le port, il ne va pas savoir où dormir, et Anouquette va le découvrir, caché, recroquevillé dans un coin en train de dormir, et elle va le prendre en main. Ça va devenir un duo d'amis, et j'ai trouvé ça intéressant de mettre en scène un duo garçon-fille qui sont très différents. Où certes le garçon est très instruit et un intello, comme on dirait un petit peu aujourd'hui, et c'est la fille qui, dans l'histoire, a l'esprit pratique. Ils vont devenir amis, s'aider et vivre des aventures dans les deux temps. Alors, je sais plus où est le micro, voilà, il est reparti là. C'est là, vas-y à toi. Est-ce que c'est votre premier livre? Oh non, ça fait 20 ans que j'écris. Et alors, si vous me demandez combien j'ai écrit de romans, honnêtement, je crois que c'est, je sais plus, 18 ou 20 à peu près. Plus des histoires plus courtes. Mais c'est mon métier, c'est normal, je n'en ai écrit beaucoup. Alors ici. Une autre question? Est-ce que vous en avez écrit plus d'autres livres? Ah ben oui, là, je viens un petit peu de répondre. J'ai dû en écrire une vingtaine, plus des histoires en presse, des comptines, des histoires. Alors, le micro se promène du aussi. Comment vous vous défendiez après l'avoir terminé le livre? Ah, alors là, c'est un moment magique. Il y a deux moments formidables quand on écrit un livre. Avant, c'est-à-dire quand on l'imagine, on ne sait pas encore atteler au travail difficile. Et quand on le termine, on est soulagé d'avoir fini. On laisse poser 3 ou 4 jours. Après, on le relit. Et on se dit, oh, je vais le trouver nul, ça va être difficile. Et puis finalement, il tient debout chez lui, on est content. Donc je me sens soulagée chaque fois que je finis un livre. Parce que chaque fois, dans un livre, il y a un moment où je me sens un peu coincée. Ça dépend vraiment des auteurs. Moi, je fais partie des auteurs qui font toujours un scénario assez grossier. Je sais où je vais, je sais comment ça va finir. Si c'est un roman policier, je sais qui est l'assassin, pourquoi il a fait ça, etc. Mais je n'ai pas tous les détails en tête, et souvent, en cours d'écriture, j'ai des moments difficiles où je coince, où je ne sais pas comment m'en sortir. Donc, le moment où j'ai fini, en général, je suis très contente. En quelle année est sorti le Secret et Étranger? Je ne peux pas te dire ça, j'en sais rien. Alors, attends, je réfléchis 2016, 2009, peut-être 2017 et 2018, quelque chose comme ça, à un an près. Pas trop la mémoire bien, je suis désolée. C'est pas très vieux, mais c'est pas mes livres les plus récents. Après, j'en ai écrit, depuis qu'Étrangère est sorti, j'en ai écrit 4 autres. Voilà, pour donner une idée. Et qui se passent pas en Égypte. Oui, mais c'est où? Je sais plus. Là-bas? Pourquoi vous choisissez l'Égypte? Parce que ça me fascine. Voilà. Parce que l'Égypte est un pays qui m'a toujours fascinée. Ce matin, j'ai questionné, mais là, je ne sais pas si ça aura le temps, parce qu'ils en avaient préparé beaucoup de questions. Qui est-ce qui aime l'Égypte dans cette salle? Oh là là, une majorité. Alors, qui est-ce qui aime l'Égypte parce qu'il est fasciné, par exemple,
par des dieux égyptiens. Vous pouvez me citer des noms de dieux égyptiens, par exemple? Oui. Dis-moi. Sobek. Ah oui, dis donc, tu sais pas. Et tu sais quel est l'animal symbole de Sobek? Le crocodile. Derrière toi? Oui. Amon, oui, qui était le dieu de... Bon. Il y en a qui connaissent d'autres dieux? Oui. Anubis, voilà le dieu chacal. Tout simplement, c'est un pharaon. C'est pas... Alors, tu n'as pas tort, hein, parce que les pharaons étaient presque des dieux. Donc ça, je me demandais qui est-ce qui aimait l'Égypte, qui est-ce qui était fasciné par les dieux. Qui est-ce qui aime l'Égypte parce qu'il est fasciné par le mystère des pyramides, par exemple. Les pyramides, voilà. Qui est-ce qui aime l'Égypte parce qu'ils sont sensibles aux objets égyptiens, aux peintures égyptiennes, aux belles choses qu'on voit. Il y a 1000 raisons pour aimer l'Égypte. Donc, comme l'Égypte m'a toujours fascinée, quand j'ai commencé à être publiée, j'ai de suite pensé à écrire des romans qui se passent en Égypte ancienne. Donc, avant d'écrire ces deux-là, j'en ai écrit 5 autres, la série Ori, qui était vraiment à mes tout débuts. Le micro. Avez-vous toujours été autrice? Non, je me suis mise à écrire à 40 ans, c'est très tard. Mais j'ai toujours eu envie de le faire. J'ai toujours eu ce projet de devenir autrice après avoir eu un peu une autre vie. Ça a pris combien de temps d'écrire tous les romans? Chaque roman, ça dépend. Le roman que j'ai écrit, j'ai passé presque un an. Celui-là, j'ai dû y passer 3 ou 4 mois. Il faut savoir, alors, vous pouvez baisser vos mains. Moi, je voudrais vous questionner un petit peu. Donc, vous êtes plusieurs, j'ai l'impression, avoir lu ou feuilleté ce roman. Avant d'écrire un roman comme ça, j'ai besoin de me documenter. Je ne vais pas inventer comment vivre l'Égypte ancienne. Alors, à votre avis, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour écrire un roman comme ça qui se passe en Égypte? Qu'est-ce que je vais chercher comme information? Oui. Comment? J'entends pas. Les villes. Voilà, quelles sont les villes? Je commence à prendre une carte, je choisis dans quelle ville. Effectivement, c'est important d'avoir une idée de la géographie du pays. Ce qu'il y a dans les temples. Ou alors ça, tu vois, à la limite, je pourrais presque m'en passer. Parce que figure-toi que les Égyptiens, leur religion était assez étrange. Ils ne pouvaient pas rentrer dans les temples, sauf les prêtres. Donc c'était des temples, les Égyptiens voyaient, les Égyptiens moyens, de base, qui n'étaient pas prêtres, ils voyaient ce temple gigantesque de l'extérieur. Une fois par an, souvent, il y a un dieu dont il y avait une statue dans la plus basse salle du temple mystérieuse qui était sorti en procession, et le reste du temps, il ne rentrait pas dans le temple. Donc ça, c'était important de savoir que ça existait, de décrire le monument de l'extérieur, mais à la limite, je ne crois pas que dans ces 2 livres, je décrive l'intérieur d'un temple. C'est pas du tout comme dans les lieux de culte des grandes religions qu'on connaît nous, où on peut rentrer dans une mosquée, une église ou un temple. C'était pas prévu pour ça. Le temple égyptien avait une forme bizarre, en pente. Donc l'entrée du temple, il y avait souvent ce qu'on appelait un pylône, c'est-à-dire 2 grands piliers de pierre. À partir de là, pouvaient entrer les prêtres, les futurs élèves prêtres et certains scribes dans une cour remplie de colonnes. Après, il y avait une première salle dont le plafond était un peu plus bas, une deuxième salle dont le plafond est encore plus bas. Et plus il y avait de salles, plus le plafond était bas, et moins il y avait de gens qui avaient le droit d'entrer. Et dans la dernière salle, la plus sacrée, ne pouvait entrer que le grand prêtre qui représentait Pharaon. Théoriquement, Pharaon pouvait rentrer dans toutes les petites salles de tous les temples d'Égypte, puisqu'il représentait les dieux sur terre. Et dans cette plus petite salle, cachée au fond du temple, il y avait un naos, une espèce de petite chapelle, avec une porte ou un rideau, et dedans, il y avait la statue sacrée du dieu. Et tous les jours, à l'aube, quand le soleil se lève, il y avait un grand prêtre qui allait faire des grandes célébrations avec des chants, des offrandes et tout, pour réveiller le dieu le matin, réveiller la statue du dieu. Mais l'Égyptien qui habitait autour du temple ne voyait pas cette statue, il ne pouvait jamais le voir de sa vie.
Je sais pas pourquoi on parlait de ça, mais c'est pas grave. Ah, mais quand je demandais ce que j'avais besoin de savoir pour écrire un roman comme ça, est-ce que vous avez d'autres idées? Oui. Réfléchir Réfléchir aux personnages. aux personnages, inventer des personnages, leur caractère, leur prénom, leur physique aussi, leur description. Oui, vas-y. Il faut savoir le matériel qu'ils utilisaient pour ce soir. Alors, le matériel qu'ils utilisaient dans toute la vie, c'est ça? Oui, mais pour faire quoi? Pour faire tout? Voilà. Alors, savoir le matériel qu'ils utilisaient pour cuisiner, par exemple, ce qu'ils mangeaient, pour écrire, comme on l'a évoqué tout à l'heure, comment ils étaient habillés. Hein, si je mets un Égyptien en pantalon, ça le fait moyen, hein, c'est pas trop le cas. Comment ils se déplaçaient. J'ai besoin de tout, de faire toutes ces recherches-là si je veux faire un roman qui tient la route. Comment ils vivaient. Par exemple, dans les maisons d'Égypte, il pouvait y avoir des petites statues de dieux qui sont différentes des dieux qui étaient dans les grands temples. Une statue du dieu Best, je ne sais pas si vous connaissez celui-là, il est très bizarre. Vous connaissez Best? Oui. C'est celui qui a osé Oui, parce que c'est le dieu familier, et alors il est vraiment bizarre. C'est une espèce de nain qui fait des grimaces, un nain marron comme ça, qui tire la langue doucement, et ça sert un peu de porte-bonheur dans les familles. Donc il y avait souvent une statue du dieu Best dans les familles de la déesse Hathor, devant lesquelles il faisait des prières particulières. D'autres questions? On a plus un Oui, vas-y. Vous avez fait combien de livres en tout? Combien de Livres en tout. À peu près 20, allez, entre 18 et 20. Plus les albums. Alors le micro, vous pouvez dire, c'est passé. Vas-y. Non, c'est une jeune fille pour la cinquième fois. Je suis plus par les... Vas-y, dis-moi. Combien vous avez fait de tomes pour les espions de Pharaon? Malheureusement que 2. J'aurais bien aimé en faire en plus, mais l'éditeur n'a pas voulu que j'en fasse plus parce qu'il a trouvé que ça se vendait pas assez. Comment est-ce que vous avez fait pour trouver les noms des personnes? Le nom des personnes. Ah, vaste sujet. Eh bien, qui est-ce qui croit que j'ai inventé le nom des personnages? Quoi? Je suis vexée. Je n'ai pas du tout inventé le nom des personnages. Ce sont des noms qui existaient vraiment en Égypte ancienne. Donc, vous pouvez baisser vos bras parce que vous donnez l'écran. Donc, j'ai fait, quand j'ai commencé à écrire des romans en Égypte ancienne, j'ai fait une longue liste de prénoms masculins et féminins pour m'en servir pour mes romans. À votre avis, combien y a-t-il de personnages dans un roman comme Le Fils du Traître? Je parle de tous les personnages, je ne parle pas juste de Mary Anouquette. Qui a une idée? Vous pouvez me faire dessiner avec vos doigts, si vous ne voulez pas tous prendre la parole. Qu'est-ce qui sait? Oh là, tiens, il y a les deux mains vertes. Tu me dis 10, c'est ça? Ouais, 10. Ah, vous n'êtes pas d'accord avec ceux de ce matin qui disaient plutôt 2 ou 3, 5. Non, là toi tu lèves le doigt, hein, tu ne dis pas un personnage. 8. En fait, il y a au moins une douzaine de personnages par roman. Alors, parce qu'il y a souvent des personnages secondaires qui apparaissent une fois. C'est pas un serviteur ou une servante du temple, je vais lui donner un prénom. Donc ça veut dire que je dois trouver une douzaine de prénoms historiques pour chaque roman. Mais les prénoms historiques égyptiens, vous ne les connaissez pas forcément. Si vous lisez un roman qui se passe aujourd'hui, et que c'est des prénoms de vos copains, vous allez vous identifier facilement et vous allez vous en rappeler facilement. Par contre, si vous avez un héros qui s'appelle Amenhotep, oula. Et ben, les prénoms égyptiens, il y en a plein qui étaient hyper longs comme ça. Donc tous ceux qui sont très longs, je les ai rayés de ma liste, parce que je me suis dit, les lecteurs qui ne vont jamais arriver à s'en rappeler. Ensuite, j'ai un autre problème, c'est qu'il y a des prénoms égyptiens qui se ressemblent beaucoup. Par exemple, Méry et Séni. M-E-R-Y, S-E-N-Y. Alors vous imaginez, si je prends un héros Méry et son copain Séni, le dialogue. Bonjour Méry, salut Séni, comment vas-tu Séni? Très bien Méry, etc. Vous allez devenir fou. donc j'essaie de prendre des prénoms qui sont différents entre eux pour qu'ils soient faciles à mémoriser. Une fois que j'ai fait ça, j'ai déjà rayé beaucoup de prénoms de ma liste. Et donc là, j'ai découvert qu'il y avait un prénom Anouquette féminin que j'ai trouvé sympa parce que ça ressemblait un peu au prénom Anouk, que vous connaissez peut-être, qui est un prénom utilisé en Occident. Donc j'ai pensé que c'était facile de le mémoriser.
Et mairie, c'est assez facile, la sonorité est tout à fait facile. Voilà. Le micro a disparu. Ah oui, excusez-moi. Comment vous avez choisi Comment j'ai choisi le primo mairie avec quoi? le primo mairie avec elle? Comme ça, c'est un réponse, je pense, hein? Oui. Alors, où va se promener le micro? Qu'est-ce que... Et toi, enfant, tu écoutes déjà des histoires? Non, je n'écrivais pas, j'en inventais tout le temps. J'écrivais des débuts d'histoire que je finissais en général jamais. Ah, est-ce que vous pouvez baisser vos bras? Je voudrais savoir dans cette salle qui sont les enfants qui écrivent des histoires. Ah, énormément. Et est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne finissent jamais ou presque jamais leur histoire? Je vois que je ne suis pas la seule à avoir eu ce problème. Parce que souvent, les enfants ont beaucoup d'imagination, ils ont beaucoup d'idées d'histoire, mais pour conduire l'histoire, la mener jusqu'à sa fin et trouver une fin dont on est satisfait, c'est un autre travail. Donc je crois que la première histoire que j'ai vraiment terminée, elle a été publiée. Avant, j'avais que des débuts d'histoire, que j'écrivais comme ça, sur une aspiration, et je prenais jamais le temps de travailler complètement. Après, ça devient un petit peu un travail. Pour que l'histoire se transforme en livre terminé, c'est là que l'expérience compte et le travail. Où est le micro? Il est là. Est-ce que c'est une histoire vraie? Est-ce que vous êtes déjà allé en Égypte? Alors, est-ce que c'est une histoire vraie? Et après, qu'est-ce que tu me demandes? Est-ce que vous êtes déjà allé en Égypte? Ah, je suis déjà allée en Égypte, bien sûr. Et je n'ai pas écrit l'histoire d'Égypte, malheureusement. Donc, ce n'est pas une histoire vraie, mais il y a des éléments vrais dans l'histoire. Tous les détails pratiques de la vie quotidienne que je mets sont vrais. L'organisation autour du temple d'Amon, c'est des choses vraies. Par contre, j'ai inventé des personnages. Sauf lui. Le prince Amener, il a vraiment existé. Malheureusement, il est mort relativement jeune. Donc, c'était un des nombreux enfants de Ramsès III. Et je vous ai raccourci son prénom pour que ce soit plus simple. Parce qu'il s'appelait Amener quelque chose. Amener Coptef ou un truc comme ça. Qui était impossible à mémoriser pour nos oreilles occidentales. Donc le prince Amener a vraiment existé. Par contre, mes réalités sont des inventions humaines. Le micro est derrière. Est-ce que vous vous rappelez du prénom de votre premier livre? Est-ce que je me rappelle de mon premier livre, c'est ça? Oui, c'était une histoire, ça s'appelait Pas de pitié pour les crétins. C'était une histoire de cartes magiques inspirées des cartes Pokémon. Ça n'avait rien à voir avec l'Égypte. C'était un enfant qui rêvait d'avoir un jeu de cartes qui était à la mode dans son école. Et quand il réussit finalement à trouver une carte par terre, c'est le lutin qui décide sur cette carte, c'est bien de devenir vrai, à sortir de la carte et à faire plein de bêtises. Voilà. Vous avez écrit par ordinateur ou par écrit? Je vois pas la chose qui passe. Ah, mais voilà, il y a un grand devant. Alors, celui-là, je l'ai écrit à l'ordinateur direct. Parce que ça faisait déjà 15 ans que j'écrivais, j'ai l'habitude. Les premiers, j'écrivais à la main sur du papier, et maintenant je travaille à l'ordinateur. Est-ce que ça arrive de prendre des années pour faire un livre? De prendre des avis? Des années. Est-ce que ça t'est arrivé de mettre des années à finir? Ah, j'avais pas compris. Alors, à l'écrire, non. Par contre, à y penser, oui. Il y a des projets de livres que j'ai depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais après, une fois que je m'y mets, je travaille, je ne vais pas mettre ça de côté, le reprendre 8 mois après. Donc, je n'ai pas mis des années à l'écrire, mais j'ai mis des années à y penser, oui. D'où l'inspiration de ce livre? Bon, je crois que là, à travers les différentes réponses que j'ai données, voilà, vous savez un petit peu, c'est-à-dire ma passion pour l'Égypte ancienne. À 40 ans, pour 8 jours avant mon anniversaire. Donc, quand mon 4e enfant est rentré à l'école, en fait. J'ai eu un peu plus de temps à réfléchir à mon avenir professionnel. Ah, le micro. Pourquoi avez-vous décidé d'être auteur? Parce que j'étais une grosse lectrice quand j'étais petite. J'étais passionnée de lecture, je lisais des livres d'aventure. Et plus je lisais, plus je me disais, oh là là, qu'est-ce que ça doit être bien d'être capable d'écrire un livre comme celui-là. Ou alors je me disais, oh elle est super cette série, c'est vraiment bien, mais alors
Quel dommage qu'à la fin, le héros soit séparé de sa chérie. Moi, si j'avais écrit ce livre, j'aurais fait une fin différente. Moi, si j'avais écrit ce livre, voilà. À force de lire et de me mettre en situation d'auteur, je me suis dit, vraiment, ça doit être un métier formidable d'arriver à être capable de faire des livres comme ça et de faire rêver les gens. Donc j'ai toujours eu dans un coin de ma tête l'idée qu'un jour je finirais par écrire des romans. Parce que j'aime les romans et j'aime en lire, voilà. Le micro, oui. Depuis quand vous êtes autrice? Je crois qu'on a répondu là. Sauf si tu veux calculer mon âge, ça fait 20 ans que je suis autrice. J'ai commencé à 40 ans et j'en ai aujourd'hui 60. Aimez-vous votre métier? J'aime mon métier, il y a des moments difficiles quand même parce que c'est un métier où on est très solitaire, on travaille seul. Et j'aime beaucoup mon métier, sinon je changerais. Avez-vous un conseil à donner à un futur auteur? Plusieurs peut-être. Déjà de lire beaucoup, ensuite d'essayer de finir ses histoires. Parce que je pense qu'on devient pro quelque part lorsqu'on arrive à finir une histoire un petit peu par la volonté. C'est-à-dire quand la fin ne vient pas tout seul et qu'on réfléchit et qu'on construit. Et ensuite, peut-être essayer, s'il veut en faire son métier, d'avoir, enfin là je parle pour quelqu'un qui serait adulte, d'avoir un autre métier à côté, parce que c'est pas un métier où on gagne un salaire régulier, au moins au début. Donc l'idéal, c'est de vraiment faire un plan de carrière pour être écrivain, c'est de se dire qu'est-ce que j'aime en plus d'écrire des histoires, qu'est-ce que je pourrais faire comme métier en plus pour partager mon temps de travail entre les deux. Donc je vois, c'est des conseils très, très concrets. Le micro, voilà. Pourquoi vous avez choisi comme titre du livre Les espions? C'est vrai que ce n'est pas complètement des espions. Donc dans le tome 2, ils font un petit peu plus une mission d'espionnage pour Pharaon. Et j'espérais faire plus de tomes que 2. Donc j'espérais les envoyer en mission plus souvent qu'à travers 2 livres. C'est pour ça que j'ai créé ce nom pour la série. Est-ce que vous faites des livres sur le sport? J'ai fait un livre qui s'appelle Quand je serai grand, je serai footballeur. Mais je crois que c'est le seul que j'ai écrit sur le sport. J'ai fait le russe aussi. J'ai bien aimé, hein. Mais ça n'est fait que sur le sport. Pourquoi vous avez choisi autrice et pas illustratrice? Parce que je n'étais pas du tout douée pour être illustratrice. J'avais vraiment envie d'inventer des histoires. Par contre, j'ai une fille qui travaille pour être auteur de dessins animés, dessinateur de dessins animés. Ça s'appelle animateur. Qu'est-ce que vous inspirez de tous vos livres? Alors, ça dépend des livres. Et je vais développer ma réponse parce que c'est un peu frustrant comme réponse. C'est-à-dire, il y a, dans les livres que j'ai écrits, il y a quelques-uns qui sont un peu des livres magiques, c'est-à-dire l'idée qui vous vient dessus comme ça, vous ne savez pas pourquoi. Un matin, en se réveillant, tiens, si j'écrivais une histoire de restaurant pour les chats, et pof, vous écrivez une histoire de restaurant pour chats, ça marche, ça fait un super livre. Ça m'est pas arrivé souvent, malheureusement. Il y a l'idée qui part d'une demande d'un éditeur, par exemple l'histoire du footballeur, où c'était un éditeur qui m'a demandé de travailler pour une collection pour le métier. Et puis, il y a les sujets comme celui-là, qui me passionnent, qui sont souvent des sujets historiques, les 3/4 de mes livres sont des livres historiques, où là, je pars d'une époque qui m'intéresse. Je lis plein de livres sur cette époque, et c'est souvent dans la réalité que je trouve mon inspiration. Par exemple, dans la série qui a précédé celle-là en égyptien, la série Bourri, je m'étais aperçue qu'à l'époque de Ramsès III, il y avait eu plein de choses intéressantes. C'est pour ça que j'ai situé mes romans égyptiens à cette période. Il y a eu les premières grèves de l'histoire. Il y a eu la première carte géologique du monde qui était une carte de mine d'or. Donc j'ai écrit une histoire où j'ai reproduit cette carte qui s'appelle la carte de l'or. J'ai imaginé une histoire d'assassinat de chercheurs d'or. Il y a eu des histoires de pillage de tombes. Donc souvent, je pars d'une documentation historique, je trouve, et puis j'invente des personnages comme ça. Le micro est toujours par ici. Mais oui. Combien
pas gâteuse. On a besoin juste d'un cerveau en état de marche, donc le plus longtemps possible, je pense. Avez-vous un métier au livre? Non, moi je fais que ça. Je fais que écrire. Alors, mon entourage. Alors, quand j'ai commencé à écrire, mes enfants avaient de la chance parce qu'ils étaient petits. Donc, ils étaient mes premiers lecteurs, ils étaient très contents. Après, ça devenait un peu la routine pour eux d'avoir une maman qui écrivait des histoires, donc ils ont réécrit les premiers livres, ce qui est assez normal. J'ai jamais mis mes enfants ou des personnages de mon entourage dans des livres. Sauf que des fois, je me venge. Quand il y a des gens qui me font des choses moches, je peux les transformer en méchants de l'histoire. J'ai mis une fois un des professeurs des écoles de mes enfants dans une histoire. Ça m'est arrivé avec son accord de mettre Monsieur Audoui. Parce que, et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que l'illustrateur, sans connaître le monsieur, il avait fait le même épi de cheveux là. Et parce que c'était une histoire qui s'appelle le Labyrinthus. J'habite en Touraine, c'est une région qu'on appelle la région des châteaux de la Loire. Et donc il y a beaucoup d'enfants qui, avec leur classe, visitent des châteaux. Chambord, Chenonceau, des châteaux célèbres. Et j'avais imaginé une histoire où un instituteur faisait visiter un château avec un labyrinthe de plantes. J'avais demandé à leur enseignant s'il était d'accord pour figurer dans l'histoire. Voilà. C'est le cas, je me souviens, mais sinon je ne suis pas forcément inspirée par les gens que je rencontre en vrai. Des fois, je me sers de leur physique. Je me sers parce que j'aime bien imaginer à quoi ressemblent mes héros, leur visage, et quand je trouve des gens avec un visage que je trouve un peu marquant, facile à mémoriser, dans ma tête, je pense à eux en décrivant un personnage. Ça m'arrive. Oui, vas-y. Pouvez-vous vivre du métier d'auteur? Ça dépendait de moi, je dirais. L'année dernière, j'ai eu un peu de mal à vivre de ça. Bon, là, très concrètement, je suis mariée avec quelqu'un qui n'est pas auteur, donc c'est vrai que ça aide. Si on est tout seul, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir un métier complémentaire à côté parce que les revenus sont très irréguliers. Il y a des mois où vous gagnez pas mal d'argent, d'autres mois vraiment zéro, parce que les droits d'auteur sont payés une fois par an par chaque éditeur. Avez-vous eu des difficultés pour écrire votre livre? Celui-là, sauf que j'étais malade entre-temps, au milieu du livre, donc j'ai dû laisser de côté quelques mois le temps de me soigner. Mais sinon, non, parce que c'était quand même le 7e livre que j'écrivais en pénitentiaire, donc j'étais un peu rodée. J'avais de la documentation, voilà. C'est plus difficile quand je commence un livre sur une période que j'ai jamais travaillé. Je sais plus où le micro, au fond. Est-ce que vous avez déjà été rejeté par une maison d'édition? Invité juste pour les rencontrer ou pour... Non, ils ont refusé. Refusé? Oh, mais l'instant. Alors, quand j'ai débuté, j'ai commencé par des histoires en presse jeunesse. C'est-à-dire que j'écrivais pour des magazines jeunesse, et pas des livres. C'est-à-dire des journaux, des magazines comme vous avez sûrement eu à l'école. Et je crois que j'ai envoyé à 20 ou 30 éditeurs mes premières histoires. Donc, si certains d'entre vous veulent devenir écrivain, ne vous laissez surtout pas décourager si vous recevez 2 ou 3 refus. Il faut se décourager quand on en reçoit 30 ou 40, pas 2. Et maintenant, ça m'arrive de moins en moins souvent parce que je suis un peu plus connue. J'ai aussi fait des progrès quand je raconte des histoires, il faut être corrigé. Et puis, je cible bien à qui j'envoie les textes. Et souvent, maintenant, ce sont les éditeurs qui me proposent d'écrire pour eux. Mais au début, c'est complètement normal d'être refusé. Le micro est ici. Est-ce que ça vous fait du bien d'écrire un livre? Est-ce que ça me fait du bien? Tranquille. Ah, c'est une question piège, ça. C'est un peu comme une addiction, c'est-à-dire on a très envie de le faire. Pendant qu'on le fait, il y a quand même des moments difficiles. Mais je suis très contente d'avoir fait ça, oui. J'aime bien fabriquer des choses, quoi. Je pense que si j'écrivais pas des livres, je fabriquerais des objets ou je ferais de la cuisine. J'aime bien produire quelque chose, quoi. J'ai besoin de faire des choses. Est-ce que certains de vos livres sont inspirés de faits réels? De faits réels, de faits réels historiques, oui. Par exemple, le premier livre pour adultes que j'ai écrit, c'est parti d'une histoire vraie d'enlèvement et de disparition d'enfants à l'époque du roi Louis XV.
Donc je suis partie de ce fait divers qui est vrai et qui est documenté pour mettre une héroïne imaginaire qui enquête là-dessus. Donc oui, ça m'arrive de partir. Et le deuxième volume théorie, par exemple, qui s'appelle La conspiration du Harem, c'est à l'époque toujours de Ramsès III. Je me suis inspirée d'une histoire complètement vraie de complot dans l'entourage du pharaon Ramsès. Oui, je pars souvent d'histoire. Est-ce que vous avez déjà sorti un livre parce que vous ne l'aimez pas? Est-ce que j'ai déjà mis dans le livre quoi? Arrêtez un livre parce que vous n'aimiez pas. Ah ben, j'ai souvent refait le début des livres. Arrêter complètement, ça a dû m'arriver une fois, rarement, tu vois. Par contre, ça m'arrive très souvent de faire plusieurs fois le début. Y compris, ce qui est un peu technique, pour la façon de le raconter. Est-ce que je le raconte au passé? Est-ce que je le raconte au présent? Est-ce que je le raconte à la troisième personne, du genre Mary embarquée sur le Nil? Ou est-ce que je le raconte à la première personne? Je fais ceci. Donc ça, je tâtonne beaucoup au début. Cela, peut-être le côté dégourdi de la petite Anouquette m'est venu de Arya de Game of Thrones, c'est possible, que j'avais regardé peu de temps avant, le côté indépendant et dégourdi, mais de très très loin, de très loin. J'ai jamais copié vraiment quelqu'un qui existe, un personnage de fiction. Pour devenir autrice. Bon, je crois que j'ai un petit peu répondu à travers tout, hein, par les lectures, par les sujets que j'aime. Est-ce que quand vous aurez la possibilité de faire un auteur, est-ce que vous aurez Un tome, c'est ça? Un autre tome? J'aimerais bien, mais mon éditeur n'est pas d'accord. S'il me téléphonait demain pour dire on est partant pour faire un troisième tome, moi je lui fais sans problème. On va tous se cotiser, Vous faites une pétition. Voilà, un troisième tome. Parce qu'il y a encore plein d'aventures à vivre, c'est là. L'Égypte est grande. Ah, Vous allez faire des livres, des films. comment? Vous allez faire des films sur les dessins des pharaons. Alors, les films, lorsqu'on signe un contrat avec un éditeur pour les vendre à l'exploitation de notre histoire, c'est l'éditeur qui a le droit de discuter avec les sociétés de cinéma. Pour l'instant, c'est jamais arrivé. À un moment donné, il était question de faire un dessin animé avec une autre de mes histoires, mais avec celui-là, jamais. J'aimerais bien. Est-ce que vous allez sortir un jeu vidéo? Ben, c'est pareil. Les jeux vidéo, c'est les éditeurs qui doivent négocier ça avec les sociétés de jeux vidéo. Jusqu'à présent, non, parce que c'est pas structuré pareil, un jeu vidéo. Il y a plus de chances d'avoir un dessin animé ou un film qu'un jeu vidéo, je pense. C'est un boulot quand même un peu différent. Transformer un roman en jeu vidéo, je ne sais pas si c'est faisable. On peut reprendre des personnages. Pourquoi vous faites le thème de l'Égypte? Bon, je crois que j'ai répondu là, parce que bon, c'est un pays qui m'a toujours fait rêver. Je trouve que c'est passionnant. Est-ce que vous avez écrit que des livres sur l'Égypte? Non, c'est une bonne question. Non, depuis, tu vois, j'ai écrit 2 autres livres qui se passent pendant la jeunesse de Louis XIV, pendant une période de guerre qu'on appelle la Fronde, et qui mettent en scène des enfants des rues à Paris. J'ai écrit en roman l'histoire de Jésus, à la demande d'un éditeur, sous forme de roman. J'ai écrit un livre sur la Première Guerre mondiale, sous forme de courrier écrit par un soldat, ce qu'on appelait un poilu, à son épouse. Et ça doit être tout, je crois, depuis. Sinon, j'écris pas mal de livres qui mettent en scène des parfumeuses, parce que c'est une de mes passions, l'histoire du parfum. J'ai aussi une formation en parfumeuse. Et donc, l'histoire de la parfumerie m'intéresse. Et là, je travaille un petit peu sur la vie d'une parfumeuse qui a existé en vrai, c'est plutôt pour les adultes. Donc voilà, plein de sujets différents. Est-ce que vous allez continuer à faire des livres? Ah, j'espère bien continuer à faire des livres. J'espère trouver chaque fois un éditeur pour publier des livres. Alors, on change de côté. Les journalistes, oui. Est-ce que tous les livres que vous avez écrits ont été publiés? Ont été publiés? Alors, tous les livres, oui, ça c'est sûr. Je crois qu'il me reste sur les bras, si je peux dire, une histoire en 20 ans, donc ça va.
c'est une bonne moyenne. Y a-t-il des études à faire avant de devenir écrivain? Pas du tout. Alors c'est vraiment particulier. Imagine par exemple que tu veux être, je sais pas, un footballeur professionnel. Si tu te décides à 25 ans, c'est un peu tard. Si tu veux être danseuse classique ou musicien dans un orchestre, et ben, si tu te dis ah tiens c'est pour un conservatoire, comment on pourra apprendre ça et que tu es adulte, c'est pas possible. Par contre, n'importe qui, en théorie, peut devenir écrivain sans études particulières et à n'importe quel âge. C'est-à-dire, on ne te demandera jamais ce qu'on appelle ton CV, ton curriculum vitae, quand tu vas être écrivain. Quand tu envoies un manuscrit à une maison d'édition, il se fiche de savoir que tu as 12 ans, 70 ans, que tu es le baccalauréat ou que tu es une agrégation. Ça, c'est vraiment complètement atypique et très particulier. Donc, il n'y a pas d'études particulières à faire. Ce qu'il faut faire, c'est cultiver son imagination. Quel est votre plus gros succès d'auteur? Je pense que c'est le premier Horry, le Scarabée du cœur, qui s'est vendu, lui, à 15 000 exemplaires ou 20 000, vraiment beaucoup. Pourquoi avez-vous choisi ce titre? Le titre, parce que dans l'intrigue, le père de Méry est arrêté au début, il travaillait pour le temple d'Amon, et on pense qu'il a volé des objets précieux qui appartenaient au temple. Donc il est considéré comme un traître. Et c'est un scribe qui est traître à Pharaon. Et comme Méry et son fils, c'est le fils du traître. Voilà pourquoi le titre. Le micro est reparti de l'autre côté. Tous les livres que vous avez écrits basés sur le passé. Basé sur le passé. Ah, sur le passé, j'ai compris le papier. Alors, les gros romans, oui. Après, j'ai écrit des petites histoires qui se passent aujourd'hui, comme les aventures de la famille Latournelle, qui sont plutôt pour les CE1, CE2. Le restaurant pour Charles, qui se passe aujourd'hui. Et les livres plus longs, oui, les romans, qui se passent autrefois. Est-ce que de lire des livres, ça vous a inspiré pour tous les livres que vous avez écrits? Oui, je pense que toutes les fictions qu'on lit, ou qu'on voit, les films, les séries qu'on regarde aussi, tout ça vous nourrit inconsciemment, vous donne des idées. Oui. C'est pour ça qu'il faut beaucoup lire et il faut beaucoup regarder les films, je pense, pour créer quelque chose. J'ai à peu près combien de livres par an? J'écris à peu près un livre et demi, si je peux dire, tu vois. Tous les 8-9 mois, normalement, j'ai un nouveau livre. Est-ce que vous pouvez nous donner un titre d'un autre livre historique que vous avez fait? Que j'ai écrit moi? Oui, oui, bien sûr. J'ai écrit une trilogie sur le parfum. Donc chaque titre, c'est le nom du parfum créé par mes héroïnes. Donc il y a l'eau des anges qui se passe au Moyen-Âge, un parfum créé par une jeune fille dont le père est apothicaire. L'eau du roi, ça se passe à l'époque de Louis XIV, et l'héroïne va aller à Versailles. Et l'eau bleue, qui traite une période moins connue, des jeunes en tout cas, les années 1920, 1925, la création du thème de Chanel. Qu'est-ce que je peux te donner? Le dernier qui est sorti s'appelle La Grande Guerre des Minions, parce qu'il se passe donc il raconte les aventures d'un soldat pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, puis il y en a d'autres à en parler si tu viens en goûter. Combien de romans avez-vous réalisés? Combien j'en ai écrit? Je crois que j'ai fait le calcul. Tu peux me faire le compte des films? On peut faire seul, c'est pas mal, non? Ouais, alors 5 Horry, 3 Eau des Anges, ça fait 8. Non, il est mis à 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1 sur Picasso, 15, 16, entre 15 et 20, à peu près. Ah ben, je sais pas s'il est toujours en vente. Il s'appelle Quand je serai grand, je serai footballeur. Il est peut-être trop grand déjà pour les lire quand même. C'est plutôt pour les CE2, je pense. Tu vois, CE1, CE2. Chez Fleurus aussi. Quand je serai grand, je serai footballeur. Est-ce que vous savez le prochain livre que vous allez sortir? Le prochain, non. Alors, je suis dans une période que j'aime pas, où je dois choisir ce que je vais écrire. J'espère que ça ne va pas durer longtemps, parce que ça me manque. Est-ce que vous pouvez nous dire le premier livre que vous avez écrit? Oui, c'est pas Pitié pour les lutins.
ça, j'en ai déjà parlé, il me semble, non, avec les cartes magiques. Et le bulletin qui se décroche de la carte. Le micro. Bon, je crois qu'on a déjà un petit peu parlé de ça. Faites-vous ce métier car vos parents le faisaient aussi. Comment? Faites-vous ce métier car vos parents le faisaient aussi. Ah, pas du tout. Moi, je viens d'une famille où les gens étaient avocats. Donc, non, je connais personne. Quand j'ai commencé ce métier, je connaissais aucun écrivain. Non. Donc, on peut très bien devenir écrivain si on connaît aucun écrivain. Êtes-vous aidé de quelqu'un que Voilà, là, décidément, je Est-ce que vous avez aidé de quelqu'un que Est-ce que j'ai l'aide de quelqu'un? C'est ça. Quand je coince vraiment dans le scénario, j'en parle à mon mari. Et comme il n'est pas dedans et qu'il a plus de recul, déjà, des fois, il trouve des idées pour débloquer l'action. Quand je coince vraiment dans la structure de l'action. Mais à part ça, je ne fais pas lire mes livres par trop de personnes. Est-ce que vous écrivez que des romans? Non, j'ai écrit aussi quelques documentaires, mais enfin, j'ai fait essentiellement des romans. J'ai aussi écrit des comptines pour les petits, des albums illustrés. Oui? Comment? Non, je suis en train de chercher l'idée du prochain. Est-ce que ceux qui sont déjà passés peuvent baisser leurs mains? Parce qu'on a assez beaucoup de questions. Donc, on va réserver le temps plus tard à ceux qui ont pas encore posé de questions. Je te laisse gérer le timing. Est-ce que la majorité des livres sont sur l'Égypte? Non, j'en ai 5, 6, 7, 8 sur l'Égypte. Oui, bon, c'est presque la majorité, c'est presque la moitié, tu as raison. Là, on n'a pas. Quel livre vous a le plus inspiré? Dans ce que j'ai lu ou ce que j'ai écrit? Ah, j'ai bien aimé le premier édition que j'ai écrit, Ori et le scarabée du cœur. C'est un de mes chouchous parce que c'était la première fois que j'arrivais à écrire un roman historique et j'étais très contente. Quelle difficulté rencontre-t-on dans le métier d'auteur? Alors, déjà, il faut trouver l'inspiration, le sujet d'un livre. Et en plus de l'inspiration, il faut trouver le bon éditeur pour ce livre-là. Parce que si ce livre que tu écris, même s'il est très bon, ressemble beaucoup à un livre déjà publié, l'éditeur ne le prendra pas. Imagine au moment de la sortie de Harry Potter, si on avait présenté à Gallimard un livre sur l'histoire de sorcier, il n'aurait peut-être pas pris. Donc voilà, il faut arriver à cibler cette histoire-là qui me tient à cœur, que j'ai envie d'écrire, à qui est-ce que je vais la présenter comme éditeur. Ensuite, c'est aussi un métier assez solitaire. Donc, des fois, on a envie de rencontrer les gens. C'est pour ça que j'aime bien les rencontres avec les lecteurs comme aujourd'hui avec vous. Et puis, il y a le côté précaire, c'est-à-dire, on ne sait jamais ce qu'on va gagner comme argent, si le livre va bien se vendre ou pas. Donc ça, il faut le savoir au début et l'assumer, quoi. Voilà. Alors, de l'autre côté, c'est la première fois qu'on entend ça, je ne sais pas du tout. J'ai jamais dû passer une journée de ma vie sans lire, alors vous imaginez, j'ai appris à lire à 4 ans. Alors je ne lisais pas des livres à 4 ans, mais bon, je ne sais pas du tout. Je suis incapable de répondre à ça. Est-ce que vous le savez, vous, combien de livres vous avez lu? Qui c'est qui t'a posé la question? Est-ce que tu saurais combien de livres tu as lu, toi? Tu as un compte? Tu as un carnet? Non, c'est pas possible de répondre à cette question. Je pense que personne ne sait. Oui. Des livres de manga, oui. Moi, je n'écris pas du manga, oui. Ah, tu as écrit tous les mangas que tu as lus? C'est une bonne idée, tu vois. Maintenant, c'est un peu tard pour moi, c'est fichu. Donc, la porte-parole sera comprise là. Voilà. Vous avez fait quelles études? Moi, j'ai fait des études qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'écriture. J'ai fait des études de droit. J'ai fait 4 ans de droit. Et donc, j'ai travaillé après comme cadre, parce que j'ai commencé à écrire à 40 ans, donc j'ai bien fait des choses avant. Et puis, voilà. Quand j'ai bien entendu que je les écrits sur la feuille, bon, bah,
voudrais faire des histoires moi-même. Excellent, tu as raison. C'est une bonne habitude. Est-ce qu'il y en a dans cette classe, dans cette salle, est-ce qu'il y en a qui écrivent non pas des histoires, mais un petit peu leur journal, leur vie? Eh, il y en a beaucoup. En général, il y en a moins que ceux qui inventent des histoires, mais je trouve qu'il y en a moins. Moi, je vous félicite, c'est une très bonne habitude. C'est très formateur. Je peux que vous encourager. Il y a d'autres questions? Alors, bon, juste après, parce qu'il y en a qui trichent. Ceux qui ont déjà posé des questions, baissez les mains. Et ceux qui n'ont pas encore posé leur question, vous levez les mains. Il y en a beaucoup qui ont déjà posé. Il en a déjà posé aussi. Ah non, tu vois, alors, au niveau de la fabrication d'un livre, moi je suis écrivain, c'est-à-dire vraiment j'écris, je fais que l'histoire. Je ne suis pas éditeur, c'est-à-dire que j'envoie mon manuscrit à un éditeur dans ses métiers. Et normalement, c'est cet éditeur qui a plein d'adresses et de noms d'illustrateurs et qui choisit l'illustrateur. Moi, je peux juste donner un avis, et il n'est pas obligé du tout, l'éditeur, de suivre mon avis. Donc là, par exemple, pour ce livre, il a dit, bon, ben, alors les livres de Béatrice, là, c'est des aventures en Égypte, c'est pour les jeunes de CM2, 6e. On va essayer de prendre un illustrateur qui fait bien un style aventure, qui sait bien dessiner les enfants. Et donc, il a choisi cet illustrateur, Romain Ronzeau. Si dans une autre collection, il y a des livres pour les plus grands, il choisira un autre illustrateur. On peut parler des couvertures si vous voulez. On pense que Delphine. Ah oui, pardon. Attendez, c'est là que je dois bosser. En tout cas, la course à pied à la tête. Voilà. C'est comme trop beau, j'adore tout le monde. Allez, on va parler des couvertures maintenant. Alors, oui, on va faire, si vous voulez, je vous parle, je vous présente. Donc, voilà. Donc là, voilà la couverture du premier livre de la série Ori que j'ai écrite il y a 15 ans. Que vous apprend ce dessin de couverture? Quand vous voyez cette couverture, qu'est-ce que vous pensez du livre qui est dedans? Pour qui est ce livre? Ce livre, est-ce qu'il est pour les adultes ou est-ce qu'il est pour les enfants? Pour les adultes? Pour les ados? Pour les adultes, ça? C'est pour les enfants. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est comme genre de livre? Égyptien, donc ça va parler de l'Égypte. Est-ce que c'est un documentaire, par exemple? Qu'est-ce que c'est que ce livre? Un roman. C'est un roman. Donc, c'est un roman historique, c'est pour les enfants, et ça se passe en Égypte. Ça fait quand même plein d'informations. Est-ce que c'est un roman d'amour? Non. C'est un roman de quoi? D'aventure. Vous avez vu toutes les informations qu'il y a dans cette couverture. Je vais maintenant vous montrer, pas Delphine d'ailleurs, ce même roman a été vendu dans plein de langues, et il a été vendu notamment ça je crois que c'est le catalogue. Regardez la couverture et dites-moi ce que ça passe comme information. Adulte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'information adulte? Ça parle de quel pays? Égypte. Donc on a bien l'information Égypte, par contre, ça a l'air adulte. Qu'est-ce que c'est comme genre de livre? Documentaire, hein? Ça pourrait être un documentaire. Ça pourrait être, par exemple, mademoiselle adulte dans la salle, ça pourrait être un guide de l'Égypte ancienne, ça. Hein? Voilà. Donc là, la seule information que vous avez, c'est que ça a un rapport avec l'Égypte. Je suis désolée pour l'éditeur de prendre ça comme le contre-exemple, mais c'est une très mauvaise couverture, parce que tout ce qu'on voit, c'est que ça a un rapport avec l'Égypte. On ne voit pas du tout que c'est pour la jeunesse, que c'est pour les enfants. On ne voit pas que c'est un roman. Ça pourrait être un recueil de poésie en Égypte ancienne. Et donc, a fortiori,
gris, on ne voit pas non plus que c'est un roman d'aventure. Donc voilà, donc là, c'était un exemple de l'importance des couvertures. C'est vrai que le précédent, les traductions Un espagnoles. autre projet de couverture de Aubry, par le même dessinateur, il n'a pas été. Lequel vous préférez? L'orange ou le bleu? Parlent trop fort, les collégiens bouchent leurs oreilles. Oui, le bleu. Et en fait, vous avez le même avis que l'éditeur. L'éditeur Fleurus a choisi la couverture au bleu. Il a dit à l'illustrateur, non mais le Aubry de ta couverture orange, déjà il est trop vieux pour regarder ça. On dirait un grand ado ou un adulte, ça va pas. Oula. Donc voilà. Donc là, c'était un petit exercice pour voir l'importance des couvertures. Merci beaucoup, les filles. Est-ce qu'il y a le temps pour les dernières questions? Alors, on prend les 3 dernières questions. Oui. Les 3 dernières et puis le collègue. Les 3 dernières. Il y a une question? Est-ce que vous devez votre carrière à une autre personne? Est-ce que je dois ma carrière à une autre personne? C'est ça? Vous remerciez une personne en particulier qui vous aura aidé dans la carrière, comme ça? Bah, à part mon mari qui évolue de temps en temps un manuscrit, voilà, je suis aussi redevable à un autre écrivain qui s'appelle Jean Dagnon pour la publication de mon roman adulte, parce qu'il m'a présenté à l'éditeur. Mais à part ça, non, je ne suis pas spécialement. C'est une question originale par rapport à la créativité. Oui, tiens, alors, ici, quelque chose de votre côté. Est-ce que c'est vous qui vendez vos livres ou bien c'est des personnes qui les récupèrent pour les vendre? Alors, c'est une bonne question. Moi, je n'ai pas un paquet de livres à vendre dans mon garage ou dans mes placards, tu vois. Mes livres, ils sont en librairie. Donc, tout à l'heure, quand je propose de venir me rencontrer pour en goûter, c'est un libraire qui apporte les livres, c'est pas moi, tu vois. Donc, c'est l'écrivain qui vend mes livres. Deux petites questions, c'est fini alors. Est-ce que vous aimeriez bien faire un livre pour les bébés? Un livre pour les bébés, pour les ados. Les bébés, non. Alors, vous savez, c'est un livre pour les bébés qui s'appelle L'Histoire en turbulette. C'est vraiment le jeune lectorat que j'ai eu. Et maintenant, j'ai plutôt envie d'écrire des aventures pour les grands. La dernière. D'accord. Comment est-ce que vous avez fait pour faire des motifs sur la première page du livre? Faire quoi sur la première page de couverture? Horrible. Je sais pas compris. Les motifs. Ah, mais tu sais, la couverture, c'est l'illustrateur. Je veux dire, les hiéroglyphes. De quel motif tu parles? De ces trucs-là? C'est ça que tu demandes? Eh bien, ça, ce sont des hiéroglyphes. Je pense que l'illustrateur a copié. C'est pas moi qui ai dessiné les couvertures. Tu vois, c'est Romain Ronzon. Et je pense qu'il a recopié les hiéroglyphes à la main, peut-être sur son ordinateur qu'il a trouvé sur une photo. Voilà, ça y est, c'est la dernière. À quelle heure je vais arrêter? Je sais pas. Je ne sais pas. C'est impossible, je pense, dans mon curiosité. Ça y est? Eh ben, je vous